Pod. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Le billet acidulé de Brûlatour sur la boîte à outils pour les podcasteurs et podcasteuses. Roulement de tambour. Commençons par un proverbe français qui pose les bases du sujet, du moins qui va les poser. Les bons outils font les bons ouvriers. Alors ça fonctionne pour tous les métiers, pour tous les ouvriers. Donc moi je préfère utiliser le mot métier au mot profession, parce que le métier c'est un savoir-faire, une technicité. Puis aussi surtout le métier c'est généralement pour la vie. On en a généralement qu'un seul. D'ailleurs on le répète souvent. Il y a un autre proverbe qui dit 12 métiers, 13 misères. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc autant donc disposer des bons outils pour faire du bon travail. Alors les bons outils qui sont indissociables du bon travail. Alors, on peut toujours réaliser un travail avec des morceaux de sparadrap, hein, c'est possible. Sauf que le résultat est généralement fait de briques et de broc et brillera pas forcément dans son aboutissement et dans sa finalité. C'est pourquoi on met généralement toutes les chances de son côté lorsqu'on dispose de bons outils et plus largement des bonnes personnes, des bons réflexes et d'un bon savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans votre caisse à outils, dans votre boîte à outils plus exactement? Caisse à outils, ça fait plutôt artisan plombier réparateur, donc on va utiliser l'expression de boîte à outils. Bon, d'abord, je vais vous parler de la mienne, si ça vous dérange pas. Je vais vous parler du contenu de ma boîte à outils pour produire du son. D'abord, moi, je travaille avec un Zoom H5. Alors, je l'ai pas choisi, on me l'a conseillé, pour ne pas dire on me l'a un peu imposé, c'est Philippe, vous expliquerez avec lui. Alors je suis pas un spécialiste, mais ce Zoom H5 a le mérite de faire le job dans toutes les conditions. Alors c'est ce qu'on lui demande et il le fait, il est très simple d'utilisation, ça aussi c'est important. Et puis un autre ressenti qui est important, mais qui n'est pas forcément un ressenti, c'est l'encombrement. L'encombrement, c'est vraiment un souci hein, quand on fait du son. Donc, il faut compter environ, je crois, 250 € pour acquérir un Zoom H5. Ensuite, j'utilise un casque. Moi, j'ai un DT 770 Pro. Alors, c'est extrêmement hermétique, c'est très confortable. En revanche, c'est très encombrant. Il faut compter environ 130 € de plus. Ensuite, il vous faut un micro pour utiliser le micro qui est prémonté sur votre Zoom. Sauf que, en ce qui me concerne, moi, j'utilise plutôt des micros spécifiques pour les interviews. Un LAM 21B, par exemple, alors là, faut dépenser aux alentours de 300 €. Et puis j'ai aussi un micro parabole pour les ambiances extérieures qui était fabriqué à Milan par une boîte qui ne fabrique que des micros paraboles de ce type. Donc ça coûte approximativement, si j'ai bonne mémoire, 700 €. Donc grosso modo, avec un investissement de 1500, vous pouvez commencer à enregistrer. À cela, vous devrez ajouter un logiciel de montage. Alors vous avez SoundForge, Samplitude. Personnellement, moi j'utilise Adobe Audition. J'ai découvert il y a une vingtaine d'années sous une autre appellation, ça s'appelait Cool Edit Pro à cette époque-là. Bon, c'est pas très compliqué. Vous pouvez enregistrer, mixer, vous pouvez exporter du contenu audio pour un podcast, par exemple. C'est très pratique. Vous avez des sessions multipistes. Vous pouvez couper, ajouter, effacer, recommencer, raccourcir, rallonger si vous le souhaitez, raccourcir le son ou le retravailler. Il y a mille et une possibilités. Et si vous débutez, Adobe, c'est pas forcément le meilleur choix d'ailleurs. Je vous conseille de vous faire la main sur Audacity. Alors Audacity, c'est vraiment pas abouti, hein, c'est vraiment pour le débutant dans le son. Voilà. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Non, parce que la boîte à outils regorge d'outils qui ne sont pas vraiment des outils, mais plutôt des compétences. Alors on quitte l'acquis pour ce qu'on appelle l'inné. Rien ne sert d'investir dans du matériel de qualité si vous ne savez pas le faire fonctionner, ou pire encore si vous ne savez pas ce que vous voulez produire avec et surtout comment. Ces compétences, j'en cite quelques-unes, la curiosité, le sens de l'écoute, le sens de l'info, la détermination, votre capacité artistique et votre capacité à produire avec originalité et contenu. Voilà, ça c'est ce que j'estime être des compétences nécessaires. Bon, les vôtres sont peut-être différentes des miennes, hein, je vous en voudrais pas. Toujours est-il que vos contenus doivent quand même vous ressembler. On doit y trouver votre patte, c'est-à-dire votre style, votre marque, votre signature, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, il faut savoir que quand on vous écoute, l'auditeur doit savoir que ça vient de vous quand même, il y a un style particulier. On peut bien sûr avec seulement un iPhone créer un podcast, hein, c'est pas Philippe qui va me dire le contraire. Alors parfois l'audience est au rendez-vous, c'est ce qui prouve bien qu'avec seulement un iPhone on peut produire un podcast de qualité, dans le fond mais pas dans la forme. L'auditeur de podcast est davantage sensible au fond qu'à la forme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce qu'il espère entrer dans un monde où il va pouvoir écouter ce qui s'écoute pas ailleurs. Donc hormis le confort d'écoute qui est quand même un impératif, hein,
une raison indispensable, obligatoire, impérative. L'auditeur juge pas forcément votre travail dans la forme. Il s'attache d'abord au fond. Et si vous n'êtes pas ennuyeux, vous pouvez produire vos contenus avec seulement un iPhone. Hein. Et par contre, si vous devez en produire beaucoup, là, c'est sûr, vous n'y arriverez pas. Donc, on peut aller encore plus loin, Philippe. Autrement dit, on peut aller dans les profondeurs de cette boîte à outils qui ne s'arrête pas forcément aux seuls outils, aux seules compétences. Avoir une bonne assise, par exemple, c'est un outil extraordinaire quand vous travaillez tous les jours dans cette position. Il faut investir dans l'assise. C'est important. Hein. L'assise, c'est 1, 2, voire 3 billets de 100 € quand même. L'écriture aussi, est-ce que vous pensez qu'un PC qui rame à chaque fois que vous lui envoyez une instruction, c'est un bon outil? C'est une bonne question en revanche. C'est un outil qui participera à coup sûr à votre démotivation. Une plateforme à l'utilisation complexe, c'est pareil. Un back-office complexe, c'est pareil. Un outil de statistique mal ou faiblement élaboré, c'est pareil. Un cercle amical ou familial qui est peu engageant vis-à-vis de ce que vous faites, c'est pareil aussi. Donc en conclusion, il y a autant de podcasteurs qu'il y a de boîtes à outils possibles. La priorité, c'est de constituer la sienne avec patience et surtout intelligence. Bien sûr qu'elle exige un investissement non négligeable pour un résultat que vous n'êtes d'ailleurs, je vous dis tout de suite, pas certain d'obtenir. Mais je pense qu'il serait vraiment dommage de ne pas se lancer dans l'aventure du podcast pour cette seule et unique raison qui est liée à l'investissement financier. Si tel est votre choix, c'est que, je vais vous le dire, hein, vous n'êtes pas fait pour le podcast ou que le podcast n'est pas fait pour vous. Voilà, Philippe. Eh ben merci pour ce petit billet. Alors quand on recherche tout simplement sur Google quel matériel pour créer un podcast, on tombe sur souvent des plateformes ou des prestataires qui pour essayer de générer un peu d'audience vers leur site web, rédigent des contenus, des articles avec quel micro, quelle carte son, quel casque d'écoute, quelle table de mixage, quel logiciel de montage, et souvent ils les mettent pas à jour. Donc l'idée de cette room, c'est vraiment de vous faire participer, puis de vous faire monter pour que vous nous donniez votre boîte à outils, les outils que vous utilisez, que vous avez devant vous quand vous enregistrez votre podcast, et qu'on échange des process, des procédés, des équipements aussi. Moi, je peux vous parler déjà de là, ce que j'ai devant moi, et après, je vous invite à monter sur la stage en levant la main, même ceux qui ont jamais parlé. Je vois que il y a quelques personnes qui sont un peu nouvelles, Axel et DR. DR, c'est peut-être un docteur, je ne sais pas. Ou peut-être un droit réservé. Ou un droit réservé, je ne sais pas. En tout cas, on vous invite à partager avec nous ce que vous avez devant vous. Alors moi, concrètement, je suis un peu privilégié parce que on est à la Podcaster Radio House. Je suis dans une cabine insonorisée de Keoda. Keoda, c'est un fabricant qui est en Pologne et qui fabrique des magnifiques cabines qui sont à peu près 30 à 40% moins chères que le marché en Europe. Et j'utilise un micro aussi assez privilégié qui est un Shops V4U qui est un micro qui permet vraiment de faire beaucoup de choses et qui en général est utilisé dans des cabines justement parce qu'il capte beaucoup autour de lui, donc c'est pas vraiment fait pour l'avoir chez soi dans son bureau ou dans sa chambre. Ensuite, je suis connecté en XLR directement à une Zoom, une PodTrack P8. Et cette PodTrack P8 qui est vraiment assez petite, puisqu'elle a une taille qui est, elle est beaucoup plus fine que la Rodecaster Pro. Donc c'est une console dédiée au podcast qui vous permet de faire beaucoup de choses parce que par exemple j'ai testé cette PodTrack P8 sans câble secteur. Quand je suis monté à Paris pour la fête de la radio, on a fait une room depuis la chambre et j'étais avec des batteries. Donc elle est équipée de batteries. On met 4 piles au dos de cette console et en branchant un micro, on est autonome pour pouvoir enregistrer et même pour éditer. C'est-à-dire qu'elle a un écran tactile qui permet de pouvoir éditer son son sans passer par un logiciel externe et bien sûr de recorder sur une carte SD. Et elle a des 9 petits boutons où on peut lancer des sons. C'est comme ça d'ailleurs que je lance les jingles lors de ces rooms.
Et puis elle a la fonctionnalité bien sûr de record, ce qui permet d'enregistrer en local. Elle a une petite batterie et puis bien sûr une petite capacité interne, et en plus on peut mettre une carte SD, et elle permet bien entendu de générer. Je vois que tu es fatigué. Oh pardon, excusez-moi. Ah bah ouais, mais quand t'as le micro ouvert, t'as le micro ouvert. Hein. Pardon. Et ensuite, on a la possibilité bien sûr de connecter des micros fantômes ou des micros classiques, et elle a une connexion USB pour ceux qui veulent se connecter à un ordinateur et jouer avec cette capacité tellement importante du N-1 pour ne pas entendre les gens que vous pouvez avoir sur un ordinateur par Skype ou par WhatsApp. Donc voilà, et puis elle est connectée donc avec en Bluetooth sur le téléphone, sur l'iPhone, avec un petit accessoire qui se rajoute sur la PodTrack P8 qui est un zoom BTA2, et qui permet d'avoir une bonne connexion et un bon audio sur cette config. Donc j'arrive à vraiment être totalement autonome, et surtout pouvoir le faire dans une voiture ou avec son téléphone et les batteries. C'est une des seules à faire ça. Vous pouvez la mettre vraiment dans un sac, avoir un micro. Moi j'avais un petit sac à dos, et je suis parti avec, et j'ai pu vraiment enregistrer comme si j'étais dans la cabine. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages. Après j'ai pas pris ce micro là, j'ai pris le Samsung dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une room, le Q2U, qui est pas mal parce qu'il fait USB et aussi XLR, donc vous pouvez l'utiliser dans les deux cas, et il ne prend pas trop le son autour, et il est assez directif, et la qualité est assez bonne, et il coûte pas cher, il est à entre 70 et 90 euros selon le site sur lequel vous l'achetez. Donc voilà, est-ce que d'autres veulent monter pour partager leur setup? Je sais que Denis a un setup qui est intéressant. C'est quoi le montant de ton investissement global dans la cabine, sans prendre le coût de la cabine en compte? Ah oui, si tu prends pas le coût de la cabine. Alors, 2500 là. Le Shops est un micro très cher. Le Shops, c'est un micro vraiment pour chanteur et pour voix. C'est un peu comme l'Electro Voice. C'est vraiment du micro qui coûte très cher. On n'est pas du tout obligé d'avoir ça. Nous, on l'a pour nos recordings un peu de haut de gamme ici à la Radio House, mais c'est un micro qui doit valoir 2500 euros quand même, rien que le micro. La console PodTrack, elle vaut 500 euros. Mais après, je vous dis, si je branche le Q2U et que je reviens dans cette room, vous sentirez la différence, parce qu'il y a un peu moins de, voilà, c'est pas quand même les mêmes micros, mais ça le fait quand même très bien. Denis, bon. À toi de nous partager. Alors je sais que Denis, il a un Electro Voice déjà, c'est tout ce que je sais. Le reste, je ne sais pas. À toi, Denis, tu es bienvenu. Salut, pardon, excusez-moi, bonsoir, bonjour, pardon, oh là, je vais pas y arriver. Alors déjà, je vais essayer ce que je vais faire, je vais passer la room en audio, enfin... Ah oui, on peut passer la room en audio supérieur, en fait, en qualité. Voilà, c'est mieux. Alors, oui, ça dépend pourquoi, en fait. Non, le Electro Voice, c'est pour quand je suis solo, donc c'est pas pour les podcasts, c'est pour... du voice tracking sur des radios, des trucs comme ça, ou que je suis là sur Clubhouse avec vous. Là, c'est l'Electro Voice. Quand je fais des podcasts, vu que c'est du dialogue avec d'autres personnes, on a tous le même micro. On a le Studio Concept C1 Mark II, C1 Mark II, qui est un excellent micro, qui est pas cher du tout, qui vaut genre 230 ou 250 balles, et qui est statique, donc qui est alimenté, d'accord, 48 volts. L'avantage d'avoir ce micro-là, c'est que justement, comme il n'est pas cher, on peut en avoir 3 autour de la table. Il est cardioïde. Donc on en a 3 autour de la table, on a un super son. C'est le C1 MK2, voilà. Non, c'est ça? C1 MK2, oui, absolument. D'accord. Il est chez Thomann, on peut le trouver. Voilà. Je ne sais plus si tu es sur l'ordi, tu verras à quel prix. Il n'est pas très cher. Il est à 269 euros. Voilà, TTC. Donc si vous êtes en société, TVA incluse. Hors taxe. TVA incluse. Ouais. Voilà, et il est vraiment bien, il est vraiment très très bien, donc je peux pas vous le faire entendre. Enfin si, je pourrais revenir tout de suite après avec, si vous voulez. Ensuite, j'ai la Rodecaster Pro, comme tu le sais. Voilà, avec les effets on, c'est-à-dire en gros le DBX, quoi. Voilà, le DBX qui fait expander, c'est-à-dire noise gate, qui fait comment dirais-je, un petit peu de boom, un petit peu de basse, et qui fait aussi, qui contrôle les sibilances et qui compresse. Voilà.
Alors ça, après, et puis, c'est- faut savoir le configurer, ça. Hein. Ça, c'est un métier, après, Ouais, la ouais, configuration ouais, de tous ces genres ouais. de... même, Mais enfin, on peut moi, tout à fait démarrer sans, hein, on peut tout à fait démarrer sans les effets. Mais comme les podcasts sont quand même, faut dire la vérité, souvent écoutés sur des plateformes plutôt petites, c'est-à-dire il y a quand même peu de gens qui écoutent des podcasts sur une chaîne IFI. Il y a déjà peu de gens qui ont des chaînes IFI, donc voilà. C'est bien d'avoir un son qui quand même performe assez bien sur des petits supports de reproduction, téléphone ou je sais pas Alexa ou ce genre de choses. Voilà, c'est pas mal. Après, quand on écoute dans la voiture, évidemment, bon bah on a juste un beau son radio bien puissant, etc. Voilà, c'est tout. Et une fois le podcast fini, lorsque tous les éléments sont mixés, alors moi j'utilise Logic, d'accord, Logic Pro, parce que je suis sur Mac. Ouais. Une fois que tous les éléments sont mixés, je mets une petite couche de limiteur pour être sûr que je reste dans les limites du mastering podcast. Alors, si on Donc, parle je mets une justement de ce mastering podcast et du limiteur, il y a une norme dont peut-être certains ont entendu parler, mais certains n'y connaissent, savent pas du tout comment ça marche. Toi, tu suis la norme podcast? Ouais. Et donc, Ouais, comment je on sais- fait si je- on veut le faire Il y a des plugins c'est un plugin automatique. de metering qui te permettent de choisir les niveaux que tu souhaites avoir pour ton mastering. Et donc, tu choisis le type de niveau que tu veux avoir. Et en fonction de ça, ensuite, tu vas régler tes niveaux, toi, sur ton potard master, tout simplement, ou sur ton limiteur, pour faire, comment dirais-je, le niveau optimisé au bon niveau. Et puis parfois, ça dépend des produits, mais sur certains produits, il m'est arrivé de mettre un petit coup de compresseur multibande, comme on fait en radio. Pas du tout aussi agressif que ce qu'on fait en radio CHR ou je sais pas quoi, mais quand même un petit peu pour donner un peu de grain complet et général. Je l'ai fait par exemple une fois sur un podcast où j'avais beaucoup de sons téléphoniques divers et variés, beaucoup d'intervenants au téléphone, quoi, voilà, avec des téléphones différents et des micros différents, et où je voulais unifier un petit peu tout ça, donc j'ai fait de la compression multibande sur tout le monde, et histoire de pomper un peu tout le monde et donner du grain à tout le monde. Voilà, ça, c'est un petit truc tout bête. Ouais, donc c'est les niveaux sonores. Après, on pourra peut-être faire une room là-dessus. C'est ce qu'ils appellent les loofs et la loudness. Et selon les plateformes, on va recommander d'être entre -13 et -15 lufs pour YouTube et Spotify, oui. Par exemple. Pour un CD, c'est entre -9 et -13. Et pour SoundCloud et iTunes, c'est -9 et -13 aussi. Et puis après, bon, on peut vraiment configurer son podcast pour que ça pète. Et si ça pète trop, après, ça attaque les oreilles. Donc c'est un peu le concept, c'est de faire attention à pas trop booster. Oui, et puis surtout, ça fatigue. Il faut pas oublier que les traitements de voix qu'on met en radio sont faits pour des radios dans lesquelles on parle 20 secondes. Il ne viendrait pas à l'idée de mettre les mêmes traitements de voix sur, mettons, l'émission de Finkielkraut sur France Culture. C'est-à-dire sur des durées longues, une voix humaine ultra optimisée, c'est extrêmement fatigant pour le cerveau. C'est fatigant au bout de 2 minutes, hein, déjà. Donc, vous imaginez 30 minutes. Donc, faut surtout pas faire ça. Voilà, faut pas que ce soit optimisé à fond, c'est-à-dire avec très peu d'espace entre le son le plus bas et le son le plus haut, d'accord ? Donc, il faut pas faire ça. Si vous êtes sur des durées longues, vous pouvez le faire sur des durées courtes. Voilà. Alors, moi, et puis, c'est réglementé. Et accessoirement, c'est réglementé. Alors, réglementé, le mot est un peu fort, peut-être, mais en tout cas, c'est recommandé. Voilà. Alors moi j'ai une autre solution pour celles et ceux qui sont un peu dalleux, hein, qui n'ont pas suffisamment de budget, ou en tous les cas qui dans leur budget ont un billet qui en pousse un autre. J'ai remarqué que depuis plusieurs mois maintenant, d'importantes marques s'étaient lancées dans de la vente du kit complet. C'est par exemple le cas d'Audio Technica qui avait lancé il y a quelques semaines, je crois que c'était à la mi-avril, un pack dénommé Creator Pack. Et c'est 3 outils qui sont proposés à la vente pour moins de 300 €. Il y a un micro à condensateur cardioïde à captation latérale. Il y a un casque d'écoute qui est qualifié de professionnel. Et il y a un bras de micro qui est réglable.
Voilà, le casque et le microphone se branchent sur un MacBook ou sur un PC à condition d'avoir les adaptateurs. Et Audio Technica présente ce Creator Pack à 299,99 € me semble-t-il. Voilà, donc ça permet aussi de se lancer à pas cher, comme dirait l'autre, soit dans le streaming, soit dans la web radio, soit pour le coup pour le podcast. Et quand je citais des grandes marques comme Audio Technica, ben c'est vrai que la Rodecaster est véritablement un exemple. La petite console qu'utilise Philippe en ce moment même, c'est aussi un autre exemple. Voilà, vous avez des producteurs de matériel technique qui s'adaptent finalement aux habitudes de production de la planète radio, de la planète de l'audio digital, en proposant aujourd'hui des packs à pas cher. C'est-à-dire que tout le monde, c'est très simple d'utilisation en plus, hein, comme la Rodecaster ou la Zoom de Philippe. Tout le monde peut, enfin ils se sont rendus compte que tout le monde pouvait effectivement faire du podcast. Et c'est intéressant hein, dans une démarche qui consiste à investir moins de 300 € pour se lancer dans le podcast ou dans l'audio digital. Et pas qu'à pas cher, ça s'écrit en un seul mot, c'est ça? Ouais, ça, ouais. Alors là, je suis passé sur le Studio Projects, d'accord? Donc là, c'est le C1 Studio Projects. Le son, enfin, je ne sais pas du tout comment il arrive chez vous, mais moi, dans le casque, le son n'a absolument rien à voir avec le RE20. Le RE20 est beaucoup plus rough, puisque c'est un micro dynamique, donc qui est fait pour avoir de la pression acoustique forte. Là, je suis sur le Studio Projects, c'est tout à fait différent, voilà. Et tu passes en Bluetooth? Et je suis dans la Rodecaster. Dans le Rodecaster en Bluetooth? Non, c'est un micro XLR. Ah non, je passe en câble là sur le téléphone. Ah, tu es en câble, en câble mini jack. TRRS. Ah oui, d'accord. Eh oui, donc tu repasses en analogique. Oui, enfin en analogique, oui, parce que le Bluetooth, il est moins bon que le câble en direct. Tu l'as testé? Oui, parce que ils ont fait une économie chez Rode. Ils n'ont pas payé le codec Hi-Fi pour le Bluetooth. Ils ont payé la licence pour le codec téléphonique, qui est absolument dégueulasse. Voilà. Donc, faut surtout pas sur Clubhouse utiliser le codec Bluetooth pour de la Rodecaster. Oui, ça j'ai déjà remarqué. Par contre, la PodTrack, j'ai pas vérifié quelle est la qualité, puisque là je suis en Bluetooth. C'est juste un problème de licence en fait. Donc il est possible. Alors, deux choses que je voulais rajouter à ce que vient de dire Frédéric, si tu me permets Frédéric, je voulais rajouter deux choses. Un, il y a une tripotée de plugins audio VST, VST2, VST3, etc. ou d'autres formats gratuits, légalement gratuits, disponibles un petit peu partout sur le net, qui permettent d'accéder à des contrôles de niveau, des compressions et tout le bazar, les reverbs évidemment, mais tout ça. Donc il y a énormément de plugins gratuits. On pourra, si tu le veux, pour le pod, en faire un référencement là bientôt, si tu veux. Donc moins cher que gratuit, c'est difficile à trouver et ce sont des produits de très bonne qualité. Petit 1. Petit 2, il y a un marché qu'il ne faut pas négliger quand on est court sur le budget, c'est le marché de l'occasion. Il y a énormément, que ce soit sur eBay ou même sur le Bon Coin, il y a énormément de possibilités en termes d'achat de microphones, etc., pour des prix battant toute concurrence. Voilà, donc il ne faut pas oublier le marché de l'occasion, qui peut parfois être très salutaire dans tous les domaines, y compris les domaines ordi, les domaines, voilà. Là, je viens d'acheter 3 écrans plats pour une petite radio web que font des amis. J'ai payé 75 € les 3 écrans d'occasion. Donc voilà, donc tout est possible, quoi. Ça, je pense que c'est intéressant, hein. On va accueillir Étienne, mais c'est intéressant de en effet pouvoir voir un peu tous les plugins qui existent. Et puis, ça serait bien qu'on rédige un petit papier aussi sur cette question de DBU et DBFS, parce que je suis sûr qu'il y a plein de podcasteurs qui se posent des questions en se disant est-ce que le son, le volume en fait de mon podcast est suffisamment bon pour toutes les plateformes, et on se rend compte, hein, moi j'écoute des podcasts quand même assez régulièrement pour le pod, et on se rend compte qu'il y a vraiment des gens et c'est dommage, qui même entre différents épisodes n'ont pas le même volume, et ça c'est un peu dommage. On accueille Étienne qui nous partage sa boîte à outils, et je vous invite à lever la main, ceux qui sont dans la room, pour nous partager avec nous votre boîte à outils que vous avez soit devant vous, soit que vous utilisez quand vous faites votre podcast. Salut Étienne. Salut Philippe, salut à tous. Ouais, voilà, alors moi j'ai une petite config fixe. Dans un studio, j'ai comme micro un Rode NT1 qui est relié à une carte audio Steinberg UR22C.
qui elle-même est reliée donc à mon ordinateur qui est un MacBook. Et sur le MacBook, j'utilise GarageBand qui me suffit largement. Et donc, j'avais une question pour Denis. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'avoir Logic Pro voilà, qu'est-ce que ça a de plus pour le Alors, podcast? salut. Alors, je vais être extrêmement mal placé pour répondre parce que je ne connais pas GarageBand. Je crois que je l'ai jamais ouvert de ma vie, donc je vais être très mal placé pour te répondre. Je suis désolé. D'accord, ouais. En ce qui concerne Logic, moi, je suis interfacé avec une table de mixage, tu sais, MIDI, quoi. Enfin, Oui. une table de commande, quoi. Ce qui est la QCon Pro G2 de chez Icon, avec son extension de 8 potards en plus, qui est pas mal du tout. C'est pas cher du tout, c'est sérieux, c'est en métal, c'est bien, voilà. Et donc ça me permet de mixer. Alors je fais pas beaucoup de podcasts, je fais beaucoup d'autres types de productions dans lesquelles il faut vraiment mixer. Et donc le Logic interfacé avec ça permet de mixer, voilà. Je peux pas te répondre sur GarageBand, je connais pas, je suis navré. Je pense que GarageBand ressemble beaucoup moins à des logiciels d'édition audio pour ceux qui ont déjà utilisé des logiciels d'édition audio comme Pro Tools ou autres, où là on se retrouve avec une config qui se ressemble un peu selon les logiciels. GarageBand a vraiment une approche différente des instruments, de la voix et une interface utilisateur qui n'a rien à voir, même si là ils l'ont un peu fait évoluer avec la nouvelle version de GarageBand. On va dire qu'en termes de montage, Logic est plus adapté. Après, si on veut travailler beaucoup les plugins et les fonctionnalités supplémentaires. Moi, je suis après. Il y a du mixage sur GarageBand. Il y a une table de mixage sur GarageBand. Ouais, tu peux mixer, mais je suis jamais allé au fond vraiment je connais pas. De ce logiciel. Et puis, je suis pas non plus un ingénieur du son. Et c'est vrai que moi, ce que j'utilise, c'est le logiciel Hindenburg pour monter. C'est pareil. Il y a très peu de plugins dedans. Il faut les importer. C'est vraiment fait pour du montage pur. Et après, pour normaliser et faire tout ça et masteriser, en général, on peut le faire soi-même, mais c'est toujours mieux de passer par quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de manœuvre. Moi, j'ai aussi une licence Pro Tools, mais j'utilise que quand les gens viennent avec leur projet Pro Tools, quoi. Sinon, je suis pas amoureux du logiciel. Donc, voilà. Si je peux me permettre, si je peux encourager, pousser, motiver celles et ceux qui sont dans cette room, s'ils le souhaitent, d'envoyer juste une photo de leur home studio. On pourrait peut-être mettre, si vous nous l'autorisez, ces photos-là sous le billet, sous le pod.club ou sur le pod.fr, Philippe. Mais Ouais, c'est bien sûr. sympa d'avoir une photo de chaque podcasteur pour voir quelle est son installation. C'est un message à Étienne, c'est un message à Denis, c'est un message à Of Course. Voilà, ce serait vraiment sympa. Et puis, c'est pas la volonté de mettre des photos pour mettre des photos en ligne, mais je pense que je suis persuadé que quand on met une image ou une photo sur un montage technique, déjà on comprend mieux. Et puis je pense qu'il y a 1001 podcasteurs aujourd'hui qui débutent, qui ont envie de voir l'arrière-boutique, quoi. Comment ça fonctionne, comment c'est monté, où est-ce que c'est installé. Et je pense que ça peut être intéressant. Je vais te faire une photo, moi, comme ça tu auras une bonne photo. Voilà, s'il y a une adresse mail, si Philippe, tu peux donner une adresse mail. Ouais, vous pouvez envoyer voilà. à contact@lepod.fr, il n'y a pas de souci. Voilà. Très sympa. On accueille Of Course pour qu'il nous partage sa boîte à outils, ou s'il a des questions, je sais pas, mais on est là pour partager un peu les outils qu'on utilise. Bonjour Of Course. Et bonjour à tous. Alors derrière Of Course, c'est Cyril. Je suis extrêmement impressionné par le déluge de matériel que vous venez de décrire. Moi, si je dois vous photographier mon home studio, je vais devoir vous photographier mon jean. C'est-à-dire que pour moi, tout tient dans la poche. Dans la poche gauche, j'ai un Samsung S21. C'est un téléphone, tout simplement, sur lequel j'ai téléchargé une application Dolby On. Et dans ma poche droite, j'ai un Rode lavalier, micro-cravate, et je branche tout ça. Et pour moi, ça fait l'affaire. La motivation derrière ça, c'est, of course, c'est une galerie de portraits sonores. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc déjà, j'essaye de voyager léger et je les interroge sur le lieu où ils sont. Donc en essayant de trouver le lieu le
le plus silencieux et dans lequel il y a le moins de réverbération. Une fois que la prise de son est faite, j'ai une approche qui est très éditée, on va dire, de l'interview, c'est-à-dire que je vais retravailler vraiment beaucoup l'interview en essayant de gommer des sons, en sélectionnant ce qui est le plus intéressant, en apportant des illustrations. Et pour ça, j'utilise GarageBand, comme je crois que c'était Étienne qui utilisait ça. Donc, comme Frédéric le disait, moi, je fais partie des dalleux du podcast, c'est-à-dire que vraiment, c'est mon équipement, le budget total doit s'élever à moins de 100 euros. Ouais, mais ça, Oui, mais c'est très bien. Non, mais c'est pas impossible, hein, bien c'est sûr, pas impossible de bien faire sûr. du podcast. Là où ça devient difficile, Cyril, c'est quand tu dois, on va prendre un terme de saison, botteler, si j'ose dire, c'est l'époque des fenaisons, quand tu dois botteler plusieurs podcasts ou plusieurs dizaines de podcasts. Là, voilà, ça devient impossible. Mais faire un podcast avec un iPhone, c'est complètement impossible. D'ailleurs, c'est pas forcément le matériel qui doit primer chez le podcasteur, c'est la confortabilité d'écoute. C'est-à-dire quel est le degré de supportabilité d'un auditeur. Moi, je disais la semaine dernière, lors d'une interview, que finalement, l'auditeur, il peut pardonner quand le son n'est pas propre, à condition que le sujet soit super intéressant. Et moi, je ne doute pas une seule seconde que les sujets qui sont traités par Of Course ne sont pas intéressants. C'est-à-dire que tu vas là-bas pour aller chercher un contenu que tu ne trouves pas ailleurs. Donc forcément, par définition, ce contenu-là qui est produit par Of Course, il est intéressant à la base. Le problème, c'est quand ton audience va grossir, grandir, se multiplier, elle va devenir beaucoup plus exigeante. Et je souhaite que le podcast Of Course connaisse une grande destinée sur le marché du podcast français. Et tu t'apercevras qu'à un moment donné, tu arrives à un point de rupture où il faut investir pour continuer à travailler plus proprement, plus durablement aussi. Sauf si on fait le parallèle, Frédéric, avec la photographie et la fameuse phrase qui est le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez avec vous dans la poche. Et je pense que c'est ce que vient de dire notre ami, là j'ai oublié son prénom, pardon. Cyril, c'est ce que vient de dire Cyril. C'est-à-dire Cyril a trouvé une solution pour avoir dans la poche l'appareil photo idéal. Il prend ses photos. La question c'est après... quand il rentre à la maison, il ouvre son Lightroom. Et là, quel est l'équivalent audio de son Lightroom? C'est-à-dire, quel est le logiciel qui va, j'allais dire, lui permettre de rentabiliser en termes audio, de magnifier, d'optimiser tout le travail qu'il a fait dans la rue ou chez les gens. Voilà, c'est ça la question. Ouais, c'est ça, mais sur la captation, chacun voit midi à sa porte. Je veux dire, il y a juste tout à fait légitime. Un seul truc à respecter dans la captation, c'est de ne jamais saturer le son, parce que là, pour le coup, vous pouvez pas le récérer. Vaut mieux enregistrer. Une question que j'ai, Cyril, par rapport à ton enregistrement. Tu parles d'un lavalier, donc pour ceux qui connaissent, c'est un petit micro qu'on a surtout quand on est sur les plateaux télé, hein, qui se voit très peu, qui est petite. On appelle ça un cravate, avec certainement une petite bonnette pour éviter quand t'as du vent ou une bonnette avec des grands poils pour si jamais il y a un peu de vent. Comment tu fais quand tu poses les questions? Est-ce que tu balades le lavalier d'une personne à l'autre, ou alors c'est un double lavalier que tu connectes en mini jack, parce qu'il existe des micros comme ça qui sont double lavalier qui se connectent en mini jack, et surtout je suppose que tu as un fil long pour ce lavalier? Alors j'ai effectivement un seul lavalier. Ce qui me permet d'en avoir un seul, c'est aussi le parti pris éditorial, on va dire, que j'ai choisi, à savoir que les questions que je pose, on ne les entend jamais dans le montage final. Oui, donc c'est plus simple. Ça suppose effectivement aussi c'est déjà plus simple. D'ailleurs, le parti pris a été aussi peut-être motivé par les contraintes techniques, mais c'est aussi pour n'entendre que la personne interrogée. Donc du coup, effectivement, ça rend les choses très simples. Et le fil, même en situation de distanciation Covid, me permet d'être à distance raisonnable de la personne interrogée. Tu le mets sur lui ou tu le tiens parce qu'il y a aussi cette confortabilité dont parlait Frédéric. Tu l'accroches sur la personne. Je le mets sur lui. Et en termes de saturation, de plop et toutes les interférences sonores que je pourrais avoir, ça fait plutôt pas mal le job. Mais si vous écoutez effectivement le podcast, je serais ravi d'avoir vos retours. Ben maintenant que tu me l'as dit, je vais faire dans ça. Ce secteur. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que Philippe, depuis le début de la roue, on parle beaucoup des podcasteurs pantouflards. Hein. Ce que vous êtes, vous tous les deux, Florent et Philippe.
Enfin, c'est pas péjoratif, mais le Oui, de podcasteur, studio, tu veux dire. Oui. voilà, c'est le Ouais, gars ouais. qui sort pas de son studio, qui voit pas le soleil. Et en réalité, il y a un certain pourcentage aujourd'hui dans les On dirait podcasts, ma femme. dans les podcasteurs qui produisent des podcasts qui sont obligés de sortir. Et c'est vrai que la notion d'encombrement que moi j'ai survolé tout à l'heure, parce que moi je suis passé par là il y a une vingtaine d'années où il y avait des Nagra qui s'approchaient pas des 10 kilos de montant, mais quand même pas loin, quoi. En plein été, c'est vachement compliqué. Le DT 770, le casque, c'est vrai qu'il est très hermétique dans un studio, mais quand tu l'as sur les oreilles en extérieur, moi je l'utilise toutes les semaines, hein, 2-3 fois par semaine quand je vais me promener pour enregistrer quelques ambiances. Et à la longue, c'est pas quelque chose de confortable, ça fait mal au cou. Donc aujourd'hui, si tu veux, on a réduit la taille et le poids des enregistreurs. Le zoom, je sais pas combien ça fait, Philippe, mais ça doit faire moins d'un kilo, j'imagine. Bon, ben, tu le mets dans la poche d'un barbour, ça tient très bien, ça te pèse pas. Et ça, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a des podcasteurs qui travaillent aussi et surtout à l'extérieur pour déjà aller chercher du son que l'on peut enregistrer, certes avec un iPhone, mais ensuite il y a l'autre grosse partie du travail qui apparaît, c'est que dès que tu arrives à la maison, il faut quand même, comme le disait Denis tout à l'heure, magnifier le son, et ça demande des outils qui sont pas dans un Oui, téléphone portable. qu'on soit sur un Zoom, qu'on soit sur un Zoom ou sur un téléphone d'ailleurs, hein, puisque Absolument, ouais. c'est le Absolument. même, c'est le même problème, hein, Ouais. c'est un fichier. Alors c'est vrai Oui, que même cause, mêmes effets. Hein. dans Pour l'utilisabilité, ceux qui veulent passer à la... vas-y, Ah, pardon, excuse-moi, Non, Philippe, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, je veux dire, pour ceux qui veulent passer, rester en mobilité, comme le fait Cédric, Ouais. Cyril, mais passer à une... Cyril, pardon, excuse-moi, je suis navré, pardon. Mais passer à une étape, à un niveau un tout petit peu plus, j'allais dire pro, il y a une solution qui est pas mal du tout, qui est un peu plus chère, mais qui fait tout à la fois, c'est-à-dire qui enregistre et qui tient dans la main, qui s'appelle le iXM Podcaster de chez Yellowtech. Ouais, tout à fait. Yellowtech, moi, j'ai beaucoup utilisé leur micro indépendant pour des produits télé. C'est très pratique parce que vous enregistrez le son dans le micro et donc il n'y a pas de câble, il n'y a pas il y a pas non plus de lien HF entre le micro et l'enregistreur avec les possibilités d'interférence, etc. Tout le son est dans le micro. Il suffit juste de le resynchroniser ensuite dans votre logiciel de post-prod quand vous rapportez les images à la maison. Et là, donc, ils ont fait une version spécial podcaster de ce micro-là. Ça vaut 590 balles. C'est cher. Mais alors, c'est vraiment bien, quoi. Ouais. Et donc, vous avez un micro à la main et tout est fait dans le micro. Voilà, il n'y a rien d'autre. Ouais, on en a. Vous revenez à la maison, vous déchargez le son et c'est terminé. On en a ici l'avantage, et d'ailleurs la question se pose à Cyril aussi. Est-ce que quand tu fais ton podcast, tu t'entends dans le casque ou est-ce que tu ne t'entends pas ? Non, je ne m'entends pas du tout. Alors là, par rapport aux puristes qui font de l'enregistrement, en général, on n'enregistre jamais un son sans entendre sa voix. Pour une simple et bonne raison, c'est la saturation et c'est les nuisances sonores que tu vas avoir et dont tu te rendras compte uniquement après quand tu exporteras ton son et que tu le montres et que tu vas le monter. Et ça, c'est vrai que c'est ce que proposent la plupart des micros maintenant en général quand ils sont USB, c'est de pouvoir connecter un casque directement en mini jack au cul du micro. C'est ce que propose l'IXM. En effet, c'est-à-dire que vous branchez le casque et vous entendez quand vous parlez votre voix et vous entendez exactement ce que vous enregistrez avec en plus un petit voyant qui vous dit si vous saturez à un moment ou pas. Et ça, c'est des petites choses. Il fait le niveau. Le iXM gère le niveau lui-même. En plus, tu peux pas saturer. Il y a un système d'intelligence artificielle qui identifie le niveau à chaque fois que tu presses record et qui va l'adapter à la réalité sonore environnante. Alors donc après, c'est vrai que c'est cher parce que moi j'ai beaucoup utilisé des lavaliers dans le passé avec des iPhones parce qu'on faisait pas mal de vidéos et on utilisait ces lavaliers avec les iPhones. Alors après il y a le Lightning, donc le problème du Lightning c'est quand on est sur iPhone, derrière il faut avoir un adaptateur ou alors il faut avoir un micro lavalier Lightning, mais comment est-ce qu'on peut s'entendre ? Moi je sais que c'était un de mes problèmes majeurs, c'est que j'ai planté 2 ou 3 enregistrements parce que je n'arrivais pas à m'entendre. Donc c'est aussi un peu l'inconvénient de ce lavalier et du téléphone portable qui, si on veut s'entendre, c'est très compliqué. Il y a très peu de logiciels qui permettent de pouvoir s'entendre quand on s'enregistre sur un téléphone. Alors, pour moi, pour répondre à ce problème-là, première chose, je procède toujours à un test au début de l'interview.
Et deuxièmement, sur l'application que j'utilise, donc Dolby On, il y a une fonctionnalité qui me permet de m'indiquer qu'effectivement il y a saturation. Ah, donc tu as un niveau quand même, tu as en visu, à l'œil, tu as un Ouais. niveau sur Dolby On. Dolby On, c'est un logiciel d'enregistrement, c'est ça? De Qui est recording? disponible c'est sur, ça, c'est un sur logiciel Google Play, sur Android, ouais. Exactement. Et qui permet d'ailleurs, bon, je l'utilise très rarement puisque j'ai été rarement dans cette situation, mais qui permet aussi, une fois l'enregistrement fait, de réduire les sons ambiants. Ah oui, tu as un petit... D'accord. Je vous invite à lever la main et à venir partager les matériels, les équipements, les micros, votre config quand vous enregistrez vos sons. On est intéressé pour discuter avec vous de tous de ces équipements. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble, donc prenez 5 minutes pour venir nous parler, pour découvrir les micros et les casques ou votre manière de fonctionner comme Cyril. C'est intéressant de voir justement que il y a des solutions, il y en a plein, hein, et c'est vrai que il faut être le plus léger possible. Alors l'IXM, il est en effet idéal, il coûte un peu cher et c'est vrai qu'on comprend que ça soit pas accessible à tout le monde parce que vous avez tout qui est directement intégré et derrière vous n'avez plus qu'à faire le montage et vous n'avez pas de soucis de config. On accueille Ben qui va partager, j'espère, avec nous sa boîte à outils. Bonjour à tous, ouais, merci. Moi, j'ai récupéré des micros cravates il y a peu de temps chez Sabine Tech, c'est une boîte aux États-Unis, il me semble. En fait, c'est 2 micros cravates qui vont se mettre, c'est sans fil, et avec ça, j'ai une application qui va enregistrer sur mon téléphone, et du coup, c'est assez pratique. J'ai utilisé ça pour 3 interviews pour l'instant, et effectivement, j'ai fait des tests juste avant. Et le son est plutôt pas mal. Il y a effectivement des bonnets pour les petits parasites. Et juste après, moi, je vais simplement utiliser GarageBand puisque pour l'instant, je suis en train de développer le podcast et donc j'ai pas encore beaucoup de budget, mais voilà, à peu près pour. Et alors, tu dis que c'est sans fil, ça veut dire que les deux lavaliers sont sans fil. Ouais, c'est ça. C'est par Bluetooth en fait. D'accord. Et comment ils s'appellent, tu m'as dit, les lavaliers? Alors, il s'appelle. Alors, la boîte qui fait ça, c'est Sabine Tech et il s'appelle des Smart Mic Plus. Ok, je regarde pour Voilà. voir. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, ok. Sabine Tech. Quand il y a un petit blanc comme ça, c'est que Philippe il connaît pas, et pourtant il connaît quasiment tout, et là il est Non, surpris, non, il non, connaît pas, donc, je suis loin de connaître tout. Mais non, mais c'est intéressant justement de voir les Smart Mic Plus. C'est des petits micros en fait, et ils sont. Alors attends, est-ce qu'ils sont autonomes ces micros? Non, quand il y a un blanc, c'est qu'il appuie sur le bouton Command, Order. C'est ça. Mais c'est des micros autonomes en fait. Ils enregistrent. C'est un peu, je pense que Sennheiser avait sorti ça aussi à un moment, j'avais vu ça à l'IBC. C'est un micro autonome, c'est-à-dire qu'il enregistre en interne et après tu le donnes à quelqu'un, il le met sur son t-shirt et il a une mémoire interne et donc il enregistre directement sur sa mémoire. Il n'est pas connecté à un smartphone. C'est ça. Bah, en fait, il est quand même connecté. En fait, c'est soit tu connectes directement à l'ordinateur, soit tu peux connecter au smartphone via Bluetooth, parce qu'à côté de ça, il y a une application qui permet d'enregistrer et de garder le fichier. Ensuite, le fichier, je peux l'exporter et le mettre sur mon ordinateur, quoi. Ah oui, donc il n'enregistre pas en Mais local. Alors c'est moi qui me plante, parce Non. que vu la Et, gueule du micro, je pensais qu'il avait une mémoire interne en fait. D'accord, bah, à moins que je me trompe, hein, mais moi, il Non, me non, semble non, pas. tu as Après, raison. c'est vrai que c'est une bonne alternative, en tout cas pour débuter. C'est pas si cher que ça, c'est dans l'ordre de 200 € si je me souviens, et pour 2 micros, c'est plutôt pas mal, quoi. Moi, je découvre tous ces produits, mais si je peux me permettre, juste une petite réflexion d'un gars qui a déjà beaucoup de cheveux blancs, mais moi, ce qui m'interroge dans tous ces produits dont vous parlez, que je ne connais pas, hein, pour l'essentiel, enfin 90% des produits dont vous parlez, là, je les connais pas, mais c'est leur durabilité sur le marché, c'est-à-dire c'est leur robustesse en termes d'utilisation. Moi, j'ai un voisin qui habite pas très loin, là, bon, il est à la retraite, mais il a gardé son lemme, il continue à faire 2-3 choses comme ça à la retraite, mais il me disait que son lemme avait près de 50 ans. Donc tu vois, il a dû l'acheter, il devait avoir, je sais pas, 16 ou 17 ans, donc il y a vraiment très longtemps.
Et son micro-lemme va avoir un demi-siècle. Et il l'a encore, il marche très très bien d'ailleurs. Alors il avait payé, ça coûtait un bras à l'époque, comme encore aujourd'hui, mais il s'en est servi toute sa vie, il s'en sert un peu à la retraite et c'est un micro qui fonctionne encore. Donc je pense que la robustesse, il faut aussi la prendre en considération parce que d'autant plus que plus c'est petit, plus la technologie est fine et affinée, plus selon moi, le bon sens me fait dire qu'elle est fragile. Et donc, je ne sais pas quelle est la durabilité de l'ensemble de ces produits qui sont plus technologiques que techniques, hein, comme le lemme qui est incassable. Enfin, on peut rouler dessus, j'exagère, mais bon, il sera toujours là. Donc ça, c'est une vraie question à prendre en compte. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui sur l'ensemble des matériels dont on parle, sauf si vous êtes dans une cabine, chez vous, dans un home studio. Bon, effectivement, il y a une durabilité qui est plus longue par voie de conséquence parce que vous ne les transportez pas. Mais je vois, par exemple, et Philippe va pas me dire le contraire, moi j'utilise un micro parabole pour les ambiances extérieures qui coûte un petit billet. Il coûte vraiment cher. Hein. On a payé ça plus de 700 €, me semble-t-il, Philippe. Mais on a été obligé de changer le câble. Tous les ans, on est obligé de changer un truc parce que l'utilisation, l'extérieur, l'humidité, le fait de poser le micro parabole dans la voiture pas correctement, tout ça fait que c'est un bon produit, mais qu'il n'y a pas la robustesse dans l'âme derrière. Voilà. Et je pense qu'il faut le prendre en compte. Alors, si je regarde le Smart Mic de Sabine Tech, c'est intéressant. C'est du Bluetooth qui est hi-fi et ça a l'air assez solide. Après, il y a plein de choses, mais c'est vrai que ce matériel-là, je le connaissais pas et ça peut être intéressant de le tester. Après, il y a les autres setups. Si quelqu'un veut encore monter pour partager son setup, sa boîte à outils, vous avez encore, on a encore 10 petites minutes pour venir parler et découvrir justement des produits comme celui-là, comme ces micros sans fil Bluetooth hi-fi qui sont intéressants. Et apparemment, quand on en a deux, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui permettent de pouvoir faire du direct à deux avec ces deux micros qui vont se mélanger en fait automatiquement dans votre logiciel de captation ou d'enregistrement audio. Ce que je vois souvent chez les podcasteurs qu'on croise, et là je prends par exemple Écran Sonore ou Cerno, donc Julien Cerno-Bory, il travaille avec en général soit un Nagra et un lemme. Et ça, le lemme vient quand même souvent. Hein, et c'est un micro qui, comme disait Fred, qui est vraiment très, très solide et qui a un très bon son quand le micro est pas loin de la bouche et qui capte très peu les sons autour. Et ensuite, ils ont un zoom H4 ou H5 parce que c'est assez léger et que c'est aussi assez solide. C'est toujours cette robustesse qui est privilégiée pour ceux qui sont eux en l'occurrence ils sont sur le terrain et ils sont pas dans des studios. Ouais, et Julien, tu l'as vu, le Nagra qu'il utilise, c'est un Nagra Pico. Ça coûte pas bien cher un Nagra Pico, ça coûte moins cher qu'un Zoom H5 par exemple. Et c'est vraiment très solide en plus. Tu l'as vu, c'est un Pico, non, le plus petit modèle. Oui, c'est les petits Nagra. Alors moi, j'ai tendance un peu à me dire que Nagra, ils ont changé un peu leur gamme et ça fait un peu plastique. Les derniers équipements qu'ils ont sortis, l'Ares par exemple, était quand même assez. Ça faisait un peu toc. Mais ça semble joli. Moi, nous, on en avait, je sais, il y a un certain temps et ça n'a pas tenu très très longtemps. Hein. Donc, je suis assez circonspect sur ces produits. Autant le Zoom me semble beaucoup plus solide, même si le Zoom H5 qu'ils ont sorti avec les micros là qui sont croisés, c'est assez fragile. Ouais. Donc, faut toujours faire attention. Après, encore une fois. Après, on n'a pas parlé d'autres marques qui sont quand même bien installées dans le paysage de l'audio et en particulier à la radio, notamment pour les reporters. Mais on n'a pas parlé de Marantz, par exemple, qui a connu ses heures de gloire, surtout dans les années 90. Ça, il me semble, Denis, il y avait beaucoup de journalistes qui utilisaient du Marantz. Il y a Tascam aussi. Tu te souviens de Tascam qui est toujours sur le marché, hein, qui fait aussi des bons produits qui sont... Alors, Tascam, c'était professionnel. Marantz, c'était grand public. C'était plus hi-fi et avec quelques diversifications de produits. Mais Tascam, c'est professionnel. Ouais.
Tascam, il y a des produits, il y a des enregistreurs à moins de 300 € qui m'ont l'air très quali et qui sont pas encombrants. Voilà, donc à voir à creuser pour Tascam aussi, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut monter pour partager sa boîte à outils et puis si personne monte, on va tout doucement et tranquillement terminer cette room. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le magazine Le Pod que vous pouvez demander votre exemplaire gratuit papier qu'on vous envoie par la poste en cliquant sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Lepod.club 100% podcast, vous cliquez là et donc ça c'est pour adhérer déjà au club et ensuite vous allez sur www.lepod.club CLUB et vous pouvez laisser vos coordonnées, on vous envoie un exemplaire par la poste, c'est exclusif pour Clubhouse. Donc vous êtes invité bien entendu à passer par ce site et puis vous retrouvez ces rooms enregistrés en podcast sur lepod.fr. Vous avez dans le menu une partie Nos podcasts et je pense qu'on en est au 5e épisode de chacun des 2 podcasts. Il y a un podcast sur des sélections de nos magazines et puis un podcast sur les rooms qu'on enregistre avec des thématiques et puis les billets réguliers acidulés de Brûlatour. Alors moi j'ai quelque chose à dire parce que si on a fini, mais il y a quand même une actualité qui a marqué cette semaine au niveau du podcast. Médiamétrie a dévoilé une énième étude, vous savez, c'est l'étude Istat Podcast qui mesure l'audience des podcasts en France et l'Institut a enregistré quand même une nette progression dans l'écoute de ces podcasts. Au mois de mai par exemple, les Français ont écouté ou téléchargé 118 400 000 podcasts dans le monde. C'est à peu près 20 millions de plus qu'un an auparavant. C'est quand même pas rien. Alors, moi, je veux pas détailler l'étude, mais France Inter, par exemple, est la radio qui est la plus écoutée, la plus téléchargée sous forme de podcast. Si j'ose dire, parce que là, pour le coup, je suis obligé d'utiliser des guillemets, parce que là, on n'est pas sur du podcast, on est sur Affaires sensibles, Par Jupiter, la bande originale, qui sont des émissions. Donc, il s'agit de replay. L'émission la plus écoutée ou téléchargée, c'est Les Grosses Têtes. Alors ça, c'est quand même... là, faut qu'on m'explique. Plus de 13 millions de téléchargements. Et on voit bien que c'est pas le mariage de la carpe et du lapin entre la radio et le podcast, parce que le podcast a besoin de la radio pour tirer les audiences vers le haut. Ça, je crois que pas besoin d'avoir un doctorat de mathématiques pour le démontrer. Et que la radio a aujourd'hui aussi, de son côté, besoin du podcast pour continuer à se développer. C'est une étude qu'on a mis en ligne sur la lettre.pro, Philippe, que tu as lu, bien entendu, avec beaucoup d'intérêt, j'imagine. Je lis tout ce que tu écris, comme tu le sais, Brûlatour. Je passe mes nuits à lire tous les articles que tu fais quotidiennement, puisque il rédige 10 articles par jour, et si je fais ça, je ne fais rien d'autre de la journée. Non, mais plus sérieusement, c'était quand même l'actu de la semaine, quoi. Voilà, c'était hier après-midi qu'ils l'ont dévoilé. Il y en a une par mois, et là, la semaine prochaine, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias dévoilera son classement, qui n'est pas forcément un classement d'audience, mais plus de fréquentation. Et là aussi, on verra il y a pas de replay là pour le coup, et il y a uniquement du podcast natif, c'est-à-dire du vrai bon podcast tel qu'on lui donne la définition qu'on lui donne dans le pod. Et on verra là aussi, il n'y aura pas forcément de grands bouleversements. L'été va fort probablement accélérer peut-être la consommation, allez savoir, les gens vont embarquer dans leur iPod 2-3 trucs, ça risque de booster les audiences, on saura ça en septembre. Et oui, le podcast continue son ascension et a le vent en poupe par le nombre de communiqués que l'on reçoit quotidiennement. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant le nombre de podcasts qu'il se crée et de boîtes de production de podcasts. Donc et je pense que ça va aller en augmentant. Ça va aller crescendo jusqu'au jour où il va y avoir une sélection naturelle, mais ça va peut-être encore mettre 1 ou 2 ans. En tout cas, on est heureux de pouvoir accompagner tout ce mouvement du podcast et tous ceux qui sont intéressés pour participer avec nous à la rédaction sur lepod.fr. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif Pod, qui vous permet de pouvoir parler de vos podcasts et parler de podcasts en général, d'écrire des petits papiers directement sur le back-office et de les publier pour parler de vous, parler du podcast en général. Vous pouvez nous contacter si vous le désirez. Simplement nous envoyer un petit mail ou alors en passant par le site web www.lepod.club. Et vous avez le petit formulaire qui vous permet de pouvoir faire partie de ce collectif. Voilà, on vous souhaite un bon week-end ensoleillé à tous ceux qui sont parmi nous. Et puis écoutez les podcasts si vous n'avez rien à faire. C'est toujours ça de écoutez Of Course.
Bravo pour l'appellation, Cyril. Of course, voilà, un titre particulièrement intéressant. À noter que nous sommes disponibles en Corse. Vous savez qu'on a développé les points de distribution du magazine papier du Pod qui vient de sortir. On est présent au Palazzo Nazionale. Je sais pas si ça se dit comme ça fait un peu allemand. À Corte, qui est donc l'université de Corse. Donc tous ceux qui sont pas loin de Corte, ils peuvent aller chercher un exemplaire gratuit du magazine Le Pod. Et puis on a 30 autres lieux que vous pouvez découvrir sur la page d'accueil du site Le Pod. Tout en bas, vous avez la cartographie des lieux de distribution du magazine. Normalement, ils les ont tous reçus. On les a envoyés la semaine dernière. On avait à peu près 170 gros colis qu'on a envoyés partout dans le monde, puisqu'on est même présent à Montréal depuis cette année, et puis un peu partout en France. Et on va développer ça doucement et tranquillement avec le podcast. Merci à tous, merci Denis, merci Étienne, merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette room, et à tous ceux qui nous écoutent en podcast et en replay. Restez avec nous, contactez-nous si vous voulez lancer des rooms, les co-hoster avec nous et sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et on se retrouve lundi à 13h pour découvrir avec quel producteur de podcast, quel label, c'est comme ça qu'on les appelle, les labels, nous allons commencer cette série de partage pour découvrir ces gros producteurs. Je vous l'ai dit, on a déjà Angle et Binge Audio avec qui on a calé des dates. Vous les retrouverez sur l'agenda de Clubhouse d'ici ce soir. Voilà. À très bientôt. Petit mot de la fin, Brûlatour, Denis. 3 comme d'habitude, au Laker. Et puis bon week-end à Denis, bien entendu, dans son studio. N'hésite pas à ouvrir la fenêtre, à faire aérer, prendre un petit bain de soleil de temps en temps, faire le plein de vitamines A et B. Ça peut être intéressant. Voilà. Ça le fait pas marrer, apparemment. Salut, Denis. Ciao. Au revoir à tous. Je suis effaré. Allez, ça va aller, Denis. Ciao. Ça va aller. Ciao. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le Pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le Pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Le meilleur du podcast, c'est sur le Pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.